7h-9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait. La question du jour, un air devenu irrespirable, des champs et des forêts ravagés par les obus, des nappes phréatiques et des rivières contaminées par l'arsenic, le plomb ou le mercure, issus de la dégradation des munitions. La guerre en Ukraine est aussi une catastrophe environnementale. Voilà ce que dénonce le ministère de la Protection de l'Environnement et des Ressources naturelles ukrainien, aux côtés de parlementaires et d'associations qui tentent de mesurer l'ampleur des dégâts. L'objectif est reconnaître un crime d'écocide, alors même que celui-ci n'existe pas en tant que tel dans le droit international. Alors la Russie pourrait-elle un jour être condamnée pour un crime environnemental? On en parle ce matin avec William Bordon, avocat au barreau de Paris. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que la notion même d'écocide existe en droit international, même de manière informelle, je dirais? Elle existe comme une ambition qui est portée par de très nombreux juristes, la Commission de droit international, d'ailleurs depuis des années et des années. Elle a été remise à l'ordre du jour, si je puis dire, de façon absolument dramatique, avec premier écocide de masse au Vietnam, avec l'agent dioxine, c'est-à-dire une catastrophe environnementale, sanitaire, humanitaire. Et ce qui caractérise la notion d'écocide, c'est deux choses. C'est le caractère durable, massif de la destruction de l'environnement et son caractère irrémédiable. C'est-à-dire qu'on atteint un seuil où il n'y a plus de possibilité de remplacement. Écocide, c'est l'étymologie grecque, c'est abattre la maison. Et écos, sidé, tuer la maison. Et rapidement, un certain nombre d'institutions internationales ont appelé à ce qu'on soit inscrit dans le marbre de la loi internationale la notion d'écocide. Pour l'instant, vainement. On va y arriver. Il y a beaucoup de résistance. Il y a eu des résolutions du Parlement européen en novembre 2002. Et évidemment, nous avons essayé, nous, au cabinet, de porter la notion d'écocide à travers la notion de crime contre l'humanité pour Raoni, les grands chefs amazoniens, pour lesquels nous avons déposé une plainte entre les mains du procureur dans la Cour pénale internationale en janvier 2021. Elle est à l'examen. C'est la première tentative pour faire correspondre la notion d'écocide à la notion de crime contre l'humanité de façon très spécifique, s'agissant des destructions à la fois humaines, humanitaires, environnementales, commises dans la forêt amazonienne et à l'encontre des communautés qui l'abritent. Alors en Ukraine, la notion a été introduite dans la législation bien avant cette guerre, lors du conflit dans le Donbass en 2014. Dans le cadre de la guerre présente, William Bourdon, face à la Russie, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'au fond, on peut entamer une procédure dans ce cadre et grâce à la notion d'écocide? Cette guerre en Ukraine est une guerre sur plein d'aspects. C'est évidemment dramatique de le dire. On a presque peine à le dire, sans précédent. C'est-à-dire qu'on assiste à une catastrophe écologique en temps réel, sous nos yeux. Et qui fait que les Ukrainiens, le monde entier, se posent la question, quel air vont-ils respirer? Quelles terres vont-ils exploiter? Est-ce qu'on arrive d'ailleurs à mesurer les dégâts aujourd'hui? Il y a une indexation qui est en train de se faire à partir d'un certain nombre d'outils météorologiques qui ont été créés par la communauté internationale. Il y a des ONG internationales qui sont mises au service du bureau du procureur de Kiev, avec lequel le cabinet nous sommes en contact depuis maintenant plusieurs mois. Et donc cette indexation, elle est en train de se faire. C'était une classification, une identification de l'ensemble des actes constitutifs d'une atteinte très grave à l'environnement, des milliers évidemment. C'est en cours, mais en tous les cas, la base de données, elle sera certainement prête d'ici quelques mois. Elle s'actualise chaque jour. Et qu'est-ce qu'elles observent, ces ONG? Est-ce que vous avez des exemples? Voilà, ce qu'elles observent, c'est d'abord, une destruction massive du patrimoine forestier. Et il faut se rappeler que l'Ukraine abrite 35% de la biodiversité européenne, c'est absolument considérable. Des zones humides qui ont été protégées par l'UNESCO, etc., etc. Il y a aussi l'infiltration dans les nappes phréatiques et les eaux de tous les métaux lourds, les produits toxiques qui viennent à la fois des mines, des résidus, des munitions et des roquettes utilisées. Et puis enfin, il y a tout ce qui est libéré par la destruction des industries. C'est-à-dire que quand on attaque une industrie chimique ou une industrie lourde, évidemment, ça fait s'évaporer toute une série de produits qui viennent s'infiltrer dans la chaîne alimentaire, dans la chaîne humaine. Et c'est ça l'écocide. C'est une espèce de poison qui, de façon lente, comme ça, vient abîmer, endommager la chaîne alimentaire
et l'ensemble des ressources naturelles. Comment est-ce qu'on évalue, William Bourdon, le coût financier, le coût même général de ces dégâts? Alors c'est compliqué parce qu'en même temps, l'Ukraine a besoin de faire pression sur la communauté internationale et de sensibiliser la communauté internationale. Donc il est difficile d'évaluer leur propre évaluation. Il y a une évaluation qui a été faite qui se chiffre à environ 350 milliards de dollars. C'est évidemment vertigineux. Mais vous avez raison de souligner ce point. C'est pas simplement la question de la répression, on va en parler dans un instant, mais également de déterminer les modalités de réparation. Il y a toujours eu, après un conflit, quelles que soient les modalités de sortie du conflit, la détermination à la charge de l'agresseur d'un quantum des modalités de réhabilitation résultant des destructions opérées. Ça sera certainement à l'agenda, à un moment donné, des discussions post-guerre, à supposer que ces discussions puissent intervenir rapidement. Par quel truchement la procédure pourrait aboutir? Par où faudrait-il qu'on passe, justement, du point de vue du droit international? Il y a... Les juristes peuvent avoir un peu d'imagination et peuvent être un peu prophétiques. Il y a un article dans le protocole additionnel numéro 1 des conventions d'août 1949, les 4 conventions sur le crime de guerre, qui de façon très précise prescrit que la destruction de l'environnement peut faire partie des crimes de guerre. Ensuite, il y a une disposition dans le code pénal ukrainien, qui est relativement moderne, qui réprime pas de façon suffisamment précise, pas de façon suffisamment rigoureuse le crime d'écocide. Et d'ailleurs, nous avons rencontré des parlementaires avec lesquels nous réfléchissons sur comment améliorer l'incrimination de ce crime. Et puis enfin, il y a le crime de guerre lui-même qui est réprimé, qui fait partie des 4 grands crimes prévus dans le statut de Rome, qui est le statut de la coopération internationale. Et la question est sur la table, nous y réfléchissons avec d'autres, à un moment donné, de faire un signalement au bureau de M. Karim Khan, le procureur de la coopération internationale, pour élargir son enquête à un crime de guerre qui serait le crime de guerre qui serait constitutif, qui serait constitué par l'écocide de masse commis par les Russes du fait de l'agression en Ukraine. Vous qui êtes directement impliqué, William Bourdon, dans ce dossier, en quelques mots, est-ce que vous croyez qu'un jour la Russie pourrait être condamnée pour écocide? Alors, l'utopie est une vérité prématurée, comme disait René Cassin. Donc, c'est pas parce que les choses apparaissent très difficiles, il ne faut pas les faire, sinon on ne ferait pas grand-chose. Oui, il y a une volonté politique des Ukrainiens, de la société civile ukrainienne, de mettre à l'agenda d'éventuelles négociations la réparation des dégâts de masse irrémédiables commis par les Russes sur la terre ukrainienne et qui sont de nature à intoxiquer la vie des Ukrainiens pour des générations et générations. C'est aussi la responsabilité de la communauté internationale de leur apporter les moyens et les outils pour imposer aux Russes la reconnaissance de cette redevabilité et de cette dette qu'ils ont vis-à-vis du peuple ukrainien. Merci beaucoup, William Bourdon, et on suivra ce dossier évidemment dans les mois, dans les années qui viennent. L'utopie n'a pas de limite.